Jeudi 14 janvier 2021, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV. Les titres. Le Conseil des ministres de ce 13 janvier 2021 a pris d'importantes mesures relatives au conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques SA, SBIN SA, de la Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion SA, SBIR SA et l'Agence nationale d'équipement et de patrimoine immobilier de la justice, ANEPIJ. Le président Patrice Talon continue son périple de reddition des comptes dans les communes du Bénin. La commune de Soava a reçu le chef de l'État et sa délégation ce jour. Nous en parlerons dans ce 19h. L'Égypte vibre au rythme du handball mondial depuis hier. Les 32 meilleures nations du monde de la discipline s'affrontent au pays des pharaons pour désigner le successeur du Danemark détenteur du trophée depuis la dernière édition en 2019 à domicile. Une idée sur les représentants du continent africain à cette grande messe mondiale dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est dans une ambiance festive, ponctuée par une kyrielle d'animation culturelle que la cité Lacus de Soava a accueilli ce jeudi 14 janvier 2021 le président Patrice Talon dans le cadre de sa tournée de reddition des comptes. Suivez la vidéo de l'arrivée du président Talon à Soava. Le Conseil des ministres de ce 13 janvier a adopté les décrets portant nomination des membres des conseils d'administration des structures suivantes. Société béninoise d'infrastructures numériques SA, SBIN SA, de la Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion SA, SBIR SA et de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, ANEPIJ. Suivez le compte rendu présenté par le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Le Conseil a adopté les décrets portant nomination des membres des conseils d'administration des structures suivantes. Société béninoise d'infrastructures numériques SA, SBIN SA. Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion SA, SBIR SA et Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, ANEPIJ. Au titre des communications, réalisation des études détaillées du projet de construction de l'échangeur du carrefour Védocor dans la ville de Cotonou. Les discussions tenues en 2017 entre les gouvernements du Japon et du Bénin ont conduit à identifier le secteur des infrastructures de transport comme axe prioritaire de coopération entre les deux pays. C'est dans ce cadre que le projet de construction de cet échangeur a été retenu. Aussi, après la phase des études préliminaires, est-il nécessaire de procéder aux études détaillées du projet. À cet effet, en accord avec la partie japonaise, un groupement de bureaux disposant d'expériences avérées a été retenu.
Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le dit groupement en vue de la réalisation de cette mission. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées dans les ministères suivants. Ministère de la Santé, directeur général du Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou, M. Dieudonné Nyolofou. Directeur de la recherche, de la formation et de la médecine traditionnelle, M. Setondi Géraud Roméo Padonou. Ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Directeur adjoint de cabinet, M. Yaovi Michel Bellemin. Ministère des infrastructures et des transports, conseil technique au transport terrestre, M. Thomas Agbeva. La protection des sources constitue l'un des fondamentaux de la liberté de la presse et des pratiques journalistiques. Le juriste bénino-canadien Herman Kekiré a sensibilisé les étudiants en première année de journalisme de l'Institut sur le sujet en fin de semaine dernière au campus d'Abomey-Calavi. Pour une presse béninoise plus libre, il invite les associations fêtières à faire un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur la protection des sources. Suivez un extrait de sa communication au micro de Larios Adjagweno. Dans un état de droit, il ne revient pas à un officier de police judiciaire, à un procureur, de demander aux journalistes de prouver ses écrits. La preuve dont il s'agit ici n'est rien d'autre que la source du journaliste. Si le procureur estime que pour découvrir toute la chaîne d'erreur, toute la chaîne d'infraction, ce n'est pas à vous qu'il va s'attaquer. C'est à lui de mener l'enquête. Vous avez dénoncé un fait. Le journaliste doit présenter le plus possible au public, ce qui fait la crédibilité de la source, sans rien fournir cependant qui peut permettre de l'identifier. Si quelqu'un a commis un crime, c'est le rôle de la police de le découvrir. Et c'est le rôle de la justice de décider s'il faut le punir ou pas. Mais vous donnez l'information. Donc vous devez sous-peser. Est-ce que celui qui m'a donné l'information est un criminel? Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce que le public a un intérêt particulier à connaître cette information? C'est pourquoi au niveau des rédactions, il doit y avoir un travail d'équipe. Dans d'autres pays, chaque journal a un collège d'avocats. Et quand le journaliste vient avec un ensemble d'informations, c'est les juristes, c'est les avocats qui analysent pour voir quelle est la limite à ne pas dépasser. Quelles sont les implications juridiques? Est-ce que le journal sera condamné à payer une amende? Quelles sont les limites que vous ne devez pas dépasser? Est-ce que vos sources sont protégées? Et jusqu'à quelle étape la loi protège la source? Dans d'autres pays, chaque journal a un collège d'avocats. Et quand le journaliste vient avec un ensemble d'informations, c'est les juristes, c'est les avocats qui analysent pour voir quelle est la limite à ne pas dépasser. Je crois que les organisations professionnelles des journalistes doivent faire un travail sur la protection de la source du journaliste. C'est capital. Parce que si cette protection saute, la liberté de presse en prendra un coup. Toutefois, le journaliste peut révéler sa source uniquement à la demande du juge, a souligné Herman Kekiré au cours de sa communication. Un sujet culturel dans cette édition. Le Bénin compte désormais une femme sculpteur. Il s'agit de Gisèle Mouanou, alias Gisèle H, autrefois connue pour ses œuvres musicales qui répondaient aux désirs de son père. Gisèle H, dès son entrée à l'école des Beaux-Arts, s'est initiée à l'art plastique, sa passion qu'elle a exercée parallèlement à la musique. Depuis peu, elle développe une pratique de la sculpture facile à porter qu'elle a présentée pour la première fois au public de l'espace MGA de Ouida en novembre dernier. Approchée par notre rédaction, l'artiste retrace ses débuts dans cette discipline. Avant d'aller sur... Je suis passionnée. Quand j'étais à l'école aux Beaux-Arts d'Abidjan, j'ai été... Étant étudiante, j'étais 7 ans aux Beaux-Arts d'Abidjan. Étant étudiante, j'avais mon rôle, c'est-à-dire mon studio. J'avais un studio, je ne pouvais pas louer grand. Et je partais à l'école, je revenais. Mais
Il n'y a pas ce week-end où je ne suis pas partie à Bassam, au Cody, vers les objets d'art. Donc, ce qui a fait que j'étais collectionneuse d'objets d'art. Et puis, quand mes amis viennent me voir, ils disent, mais Gisèle, on veut acheter. Je dis, je vais commencer par faire pour vous. Attendez, toi, tu veux quoi? C'est comme ça que j'ai commencé par sculpter en bois. J'ai sculpté en bois quand j'étais à l'école. Ça, c'est de sculpter avec le bois blanc. Donc, je sculptais ça déjà. Je proposais à mes amis. Après, j'ai gardé et je ne les vends plus, ceci. Je dis, bon, je commence par sculpter sur les murs, c'est comme ça. L'arbre vivant que j'ai sculpté une fois, c'est chez le roi Tauron, c'est encore là. Et la dernière fois, pour la veille de son anniversaire passé, en février passé, à l'anniversaire de son décès, la veille, l'arbre même, et les feuilles, l'arbre c'est un peu tombé, mais là où j'ai fait un peu de sculpture quand même, c'est un seul arbre. Il y en a tellement, c'est comme une forêt chez le roi Tauron. Donc c'est encore là et la sculpture est là, ce n'est pas détruit. C'est tombé, mais ça c'est encore debout là. Dans son œuvre, Gisèle H insiste sur le respect de la nature qui passe par la récupération pour protéger l'environnement, les cultes et son terroir et valoriser la terre de son pays. Non, je n'utilise pas les peintures du marché parce que là, j'utilise du charbon que je mets sur une finition en papier. Et j'utilise aussi les latérites rouges, jaunes et gris. Oui, les sciures de ce qui est en gris là, c'est que j'utilise les sciures d'alu. Quand on finit de travailler, je vais vers eux, je leur demande, au lieu de jeter, je récupère, je nettoie la nature avec, j'utilise des sciures de bois. Bon, quand je parle de récupération, je parle du nettoyage de la nature, de ma nature. Et quand je suis quelque part, que je sois au Bénin ou que je sois ailleurs, quand je travaille, même autour de moi, je vois les papiers par terre, moi je ramasse toujours. Et quand je ramasse, je travaille avec mes papiers, c'est avec ça que je cache mes moules. Et c'est la terre même que j'utilise et tout. Donc je récupère ce que les autres doivent jeter, c'est comme les sciures d'alu, sciures de bois. Ce qu'eux ils veulent jeter, ils s'en vont jeter où? Donc quand même moi, j'essaie de faire ma partition, j'essaie de récupérer un peu et travailler avec. Je travaille les moules et je fais des trucs très beaux, non seulement très beaux, très instructifs et puis... voilà, et qui instruit et qui fait du bien, qui donne le bonheur, parce qu'avec les divinités, il y a le bonheur. Et je parle beaucoup de divinités, les bienfaits. Donc quand je prends des trucs dans la nature, en fait, c'est pour expliquer assez de choses. Voilà, que ce soit des corps, que ce soit les divinités, on comprend tout à travers mes œuvres. Quand je parle de divinité, je parle de vaudou. Je le trouve assez parce qu'il y a tellement de bonnes choses avec le vaudou. Et que j'aimerais bien partager avec les autres. Je ne peux pas me mettre à expliquer ici tout mon parcours, même si mon père est vivant. Je ne vais pas expliquer tout mon parcours. Mais depuis que j'ai accepté le vaudou, je suis tranquille. Vraiment, je l'appelle du cœur. Et il y a de bonnes choses, c'est-à-dire c'est les vertus. C'est pas comme les gens pensent que c'est créé. Non, c'est tellement plus simple. C'est comme c'est un peu plus que de la magie. C'est comme quand tu prends l'allumette, tu fais comme ça s'allume, c'est comme ça. C'est le savoir. Quand on t'apprend ce que c'est que le vaudou, tu es tranquille. Avec ces totems, c'est comme toi-même, tu sais que quand tu prends l'allumette, tu prends l'essence, ça prend. C'est pareil. Tu connais les totems, le bien que ça fait, tu es tranquille. Restons dans le contexte de l'attachement à la nature pour évoquer le traitement de cette maladie contagieuse qu'est la rougeole. Une maladie qui se manifeste par la couleur rougeâtre du blanc de l'œil et l'apparition de petits boutons sur la peau. Les traitements varient selon les considérations et les croyances. Réalisé par Jacques Marion d'Almeida, le reportage qui suit insiste sur la considération spirituelle de ce traitement.
Comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Rougeole est javé, et non bahoume, bon balamebi, basaron ve. Bono na zozo, iye na zozo, iye no do zozo do e, bagbasa me no gbojo, e wa ya no je, basa no je, memeji, e no je titonji pere, iye ka ho amasiteji o, de ro ho mele bi no ton. Ason, ni e jabe o file no do zozo, nuku eton me no mia, bon nou me eton, e no blo akpatente no nou eton, de etonji. Nous mi momo mi no modo rougeole we mi no je amasinda nu yeji mi no da kule kunsi amanu yi bono na yi bo no nu sindo eyin do e ma wa so bode ason ton a mi no na yi o nyesiken mi na kusu nyesiken o bo e no je bona consola biteji bono na yi. Un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent, et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées. C'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie. C'est-à-dire quoi? Ces taches commencent d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles. Et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. L'esprit représente la base de la spiritualité. C'est cette réalité qui est dans l'être et qui ne se voit pas mais dont il ressent les émotions selon Raimi Amoussa. Suivons son développement au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. D'abord, vous voyez dans le mot spiritualité, si vous voyez bien, il y a esprit, ça vient de esprit. Et la question est de se demander qu'est-ce que l'esprit. Ce qui est certain, il y a une réalité dans l'être qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent à travers nos émotions. C'est-à-dire, au-delà de la chair physique, qu'est-ce qui fait que nous sommes en joie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes malheureux? Qu'est-ce qui fait que parfois, quand nous sommes dans les déceptions, nous souffrons? Dans un rêve, quelle est cette réalité qui fait que nous vivons, nous voyons des choses, parfois même des êtres qu'on ne voit pas sur la terre? C'est cette réalité au-delà du corps physique et au-delà de ce qu'on appelle l'âme, qu'on appelle esprit, c'est-à-dire ce qui fait que chacun de nous est ce qu'il est, notre signature personnelle. Et c'est d'abord une énergie. C'est une énergie. Une énergie qui a un code. Et ce code souvent est lié à plusieurs de nos passages sur terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réincarnation. L'esprit, c'est ce que je suis de chacun de nous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas moi. Et vous ne serez jamais vos enfants, ni chacun de vos enfants. Donc vous verrez que l'âme, ça change. Parce que l'âme, c'est une somme des égos. Donc, seul celui qui a travaillé sur l'élimination de ces égos peut vivre la réalité de son esprit. Parce que l'esprit est souvent une réalité permanente, quel que soit le nombre de vies que nous sommes venus faire.
Mais l'habillement de l'esprit là, c'est l'âme dans les égos. Et quand on dit égos, ça veut dire les diables et les démons et les défauts. Donc l'esprit, si nous devons parler simplement, il faut comparer simplement à l'esprit à comment on trouve l'or. Vous avez vu comment tout est d'aller vivre ça une fois. Ou bien comment on va chercher des coquillages sous l'eau. L'esprit, c'est cette réalité-là. C'est l'or de chacun de nous qui est souvent soit dans un trou profond là-bas, ou pour aller, vous devez dégager la boue, rencontrer des démons, des brigands, des braqueurs. C'est cette réalité qu'on appelle l'esprit. D'abord, il y a plusieurs domaines qu'on doit clarifier. Le domaine des obédiences de foi. L'Église a ses canons d'appréciation. La religion islamique a ses canons d'appréciation qui durent depuis, qui sont des traditions. Le bouddhisme a ses canons. Le vaudouisme a ses canons. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que toute obédience réelle, traditionnelle réelle, est liée toujours à des lois universelles. Ça veut dire que quel que soit le langage que chacune de ces obédiences emploie, vous allez remarquer que tous prennent un seul mot, l'amour. Même quand on parle de l'Église catholique. Du sport pour mettre fin à cette édition, 16 ans après le mondial tunisien, l'Afrique accueille le gratin du handball international en Égypte depuis ce mercredi 13 janvier 2021. Les pharaons ont réussi leur entamement du tournoi en dominant la Roja de la Chili 35-29 en match inaugural de la 27e édition du championnat du monde masculin de handball au Covered Hall Complex du Caire. À côté de l'Égypte, la Tunisie, l'Angola, la RDC, le Cap-Vert, le Maroc vont défendre les couleurs de l'Afrique à cette grande messe du handball mondial. La compétition regroupe 32 pays participants contre 24 lors de la précédente édition. Une première depuis 1999. Le Danemark champion en titre, la Norvège finaliste en 2019, la France et l'Allemagne sont les favoris de cette compétition. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations. Bonsoir.